Bonjour à tous, je suis Angela Manchepassa et vous regardez Ma vie à la ferme. Cette semaine, nos reporters sont partis explorer la région de Topo, Rotorua, en plein cœur de l'île du Nord. Ils ont été accueillis pendant 3 semaines par Kev et Mag à la ferme Nikao. Et maintenant, place au sommaire. Nous commencerons par un court reportage sur Waiotapu, le site géothermique. Ensuite, nous en apprendrons plus sur Mag Tag grâce à notre jeu Ketchup Peel ou Mayo Face. En seconde partie d'émission, Odile Fossile et son compagnon Didier Lépée nous emmèneront sur les lieux les plus mythiques de la Terre du Milieu. Tom Opossum sera notre invité et nous parlera de son expérience dans une ferme laitière. Et bien sûr, nous finirons comme d'habitude avec Maurice Lacuisse et sa découverte de la semaine. Les eaux sacrées, connues sous le nom maori Waiotapu, se trouvent non loin de Rotorua. Étendues sur 18 km², vous y trouverez des cratères effondrés, des piscines de boue chaude et froide, des chutes d'eau, ruisseaux ou encore des geysers dont le plus célèbre Lady Knox. À proximité de l'entrée du parc, l'odeur du soufre est intense, attendez-vous donc à sentir l'œuf pourri. En vous baladant dans le parc, vous apercevrez de superbes couleurs naturelles dues aux différents minéraux tels que le jaune pour le soufre ou le rouge-marron pour l'oxyde de fer. L'endroit le plus connu reste The Champion Pool. Ce n'est pas difficile de deviner d'où vient son nom. En vous rapprochant, vous apercevrez des bulles pétiller à la surface et le bruit est similaire à celui d'une coupe de champagne. Ces bulles sont d'ailleurs du dioxyde de carbone. L'eau de la piscine est en surface à 74 degrés Celsius. Les minéraux contenus dans son eau sont l'or, l'argent, le mercure, le soufre, l'arsenic et bien d'autres encore. Cette piscine a été créée il y a 700 ans lors d'une éruption. Comme vous avez pu le constater, Rotorua est un des endroits où l'activité géothermique est des plus élevées, notamment grâce à ses volcans qui l'entourent et ses bains d'eau chaude et bains de boue. C'est dans ce cadre spectaculaire que nos équipes ont été reçues par Mag et Kev pendant 3 semaines entre la région de Bay of Plenty et Waikato. Grâce à eux, l'immersion aura été totale. Vous en découvrirez plus sur Kev et ses talents cachés dans la découverte de la semaine avec Maurice Lacuisse. Et tout de suite, un petit jeu de choix, Ketchup Peel ou Mayo Face, pour connaître un peu plus sur Mag qui nous vient d'Allemagne. Hey, I'm Meg and I'm not just a farmer's wife. Calves. Oh, that's a hard one. New Zealand probably. Definitely broken arm. Three, 6, 7. That's my special cow. Well, Kev would say Freddy. French. Oh, scuba diving any day. Krombacher. Yeah. Mimi! Der. Et tout de suite, place à une courte page de pub. Le lait frais, y'a que ça de vrai.
Livestro, je la prends toujours dans mon sac à dos. Livestro, quand je suis en rando. Livestro, sans elle, je serais KO. Livestro, change les liquides en eau. Oui, c'est Livestro. Vos amis et familles ont dit stop, ils n'en peuvent plus de votre barbe. Alors pourquoi ne pas essayer la boue magique? Il vous suffit de vous rendre à Hell's Gate, de prendre un bon bain de boue en vous appliquant une couche épaisse sur le visage. Et pourquoi ne pas prendre un ami avec vous? Relaxez-vous à deux le temps de la pause. Une fois durci, il vous suffira de rincer pour faire partir les poils. Fini-les. Bah alors, c'est quand que tu te rases? Votre entourage risque d'être surpris par le résultat. Attention, ce produit peut légèrement changer la forme de votre visage. Nous voici de retour. Odile Fossil et notre caméraman Didier Lépée sont partis explorer les régions de Matamata et Tongariro. Ces deux aventuriers fans du Seigneur des Anneaux sont toujours partants pour nous faire découvrir les endroits du tournage et les secrets de réalisation. Tout de suite, reportage. C'est au cœur de Matamata que se cache la comté, l'endroit où vivent les petits hommes aux pieds poilus. À votre arrivée, vous devrez prendre un bus qui vous fera traverser des champs. Puis vous serez directement guidé dans la comté qui ne compte pas moins de 44 trous de hobbits. Les maisons ici sont toutes différentes et représentent chaque corps de métier. Certaines ont de grandes portes et d'autres toutes petites. C'est un secret de tournage, une simple technique pour faire paraître Gandalf grand et les hobbits petits. Peter Jackson, le réalisateur, aura veillé à ce que chaque détail soit parfait. Il aura donc fait peindre des arbres, créer une mare, qu'il aura dû ensuite débarrasser des grenouilles envahissantes, ce qui aura stoppé le tournage pendant un jour. Et bien d'autres fantaisies qui rendent l'endroit parfait. Les personnages jouant Sam et sa femme auront d'ailleurs fait participer leurs enfants lors du tournage. Vous pouvez les voir à la fin de la première trilogie. Cette petite balade de santé se termine par une bonne bière ou un petit cidre de la région. Point positif, le décor est très bien entretenu, les maisons ont un charme fou et vous aurez du temps pour vos photos. Point négatif, cet endroit est une usine. Nous y sommes allés à la première heure proposée et le bus était déjà plein. Nous devions être une trentaine. 10 minutes après notre arrivée, un autre groupe a commencé la visite. Méfiez-vous donc, si vous voulez voir toute la comté vierge et avoir de belles photos, vous devrez participer au premier tour. Après cette promenade dans un pays enchanté, nous faisons quelques kilomètres vers le sud pour aller visiter le Mordor. C'est dans le parc national Tongariro qu'il se trouve, seuls les braves auront la chance de le voir de près. C'est lors d'un trek d'au moins 19,4 km que vous pourrez l'apercevoir. Même lorsqu'on se trouve proche, il est possible de ne pas le voir, le brouillard étant intense, nous l'avons perdu quelques fois. Si vous souhaitez l'escalader, c'est possible, il faudra néanmoins attendre la saison d'été pour qu'il soit praticable. Son ascension vous prendra environ 3 heures. Vu ainsi, sous un ciel bleu, le QG de Sauron ne paraît pas si impressionnant, mais cette montagne du destin reste très belle comme tout ce qui l'entoure. Alors que vous soyez fan ou non de la saga, n'hésitez pas à faire cette randonnée à couper le souffle. Merci beaucoup à nos deux compères. Pour plus d'images sur ces lieux, n'hésitez pas à aller voir les 2 courtes vidéos que nos équipes ont créées juste pour vous. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. D'ici quelques instants, nous allons recevoir Tom Opossum. Mais avant cela, petit extrait de ces 3 semaines d'aventure.
Opossum vient de nous rejoindre. Bonjour Tom. Vous avez passé ces dernières semaines dans une ferme laitière entre Topo et Rotorua. Tout à fait, tout à fait. J'y étais d'ailleurs accompagné par la charmante Mireille Abeille, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons tous les deux passé 3 semaines à vivre le quotidien de fermiers néo-zélandais. Vous êtes donc rendu dans une exploitation de vaches laitières. Tout à fait, Angela. Ici, ce ne sont pas moins de 700 vaches qui se font traire 2 fois par jour. Pour vous donner une petite idée, en France, une exploitation moyenne a environ une cinquantaine de vaches. Et pourtant, la Nouvelle-Zélande avec 700 n'est pas un chiffre extraordinaire, la moyenne étant d'environ 600. La différence semble énorme entre la France, voire même l'Europe et la Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Beaucoup d'autres différences sont d'ailleurs à noter. Par exemple, ici, les vaches sont nourries presque exclusivement d'herbe et restent dehors toute l'année. Alors qu'en France, elles ont du foin, des céréales et un abri pour l'hiver. Également, la production néo-zélandaise est en quasi-totalité exportée à l'étranger sous forme de poudre. 90% du lait part en Chine. Racontez-nous alors comment se passe une journée normale. Cela varie selon la météo et les saisons. Dans mon cas, arrivé mi-octobre, c'est le printemps, période à laquelle les vaches ont déjà eu leur goût. Ceux-ci naissent à partir de juillet et les derniers en octobre. Les vaches sont séparées en plusieurs troupeaux, dans notre cas, il y en avait 2. Le troupeau des plus jeunes et le troupeau des plus âgés. Car figurez-vous que si elles étaient toutes ensemble, les plus jeunes se feraient embêter par leurs aînés. Il y a également un 3e troupeau, celui des vaches malades. Les vaches sont donc dans différents enclos et sont déplacées tous les jours. La raison de ce changement est simple. Il leur faut suffisamment d'herbe et à une hauteur précise pour en tirer les meilleurs nutriments. Elles partent donc à la traite très tôt le matin, les premières à 24 heures. Elles se font traire et retournent dans leur champ pour casser la croûte. Elles reviendront se faire traire à partir de 14 heures. Elles produisent en moyenne 22 litres de lait par jour. Vous pouvez voir à l'image que certaines ont des bracelets autour d'une jambe. C'est tout simplement pour signaler un problème à un pied qu'il ne faudra pas traire. Le bleu est pour l'arrière, car bleu avec un B comme back, et orange pour l'avant, comme le O dans front. Sur les images que nous avons regardées ensemble, je n'ai pu m'empêcher de remarquer des couleurs sur leur dos. Tout à fait. Elles sont actuellement en période de reproduction. Les vaches ont leur chaleur toutes les 3 semaines. Pour savoir quel est le jour où il faut les inséminer, il suffit de regarder leur dos, car quand elles sont en chaleur, les autres vaches leur montent dessus et effacent la peinture. La couleur rouge signifie qu'elles ont été inséminées, les autres sont plus un repère de leur précédente chaleur. Vous avez donc dit que les vaches se faisaient inséminer ? Tout à fait. Si au bout de 6 semaines elles ne sont pas pleines, elles seront alors livrées à plusieurs taureaux. Elles sont en général 20% dans ce cas, et 10% d'entre elles n'auront pas de veau et devront donc partir. Parlez-nous un peu des veaux. Tout à fait. Le temps de gestation d'une vache est de 9 mois. Une fois qu'elle a mis bas, le petit lui est retiré au bout de 24 heures. Les mâles, qui cette année ont représenté 60% des effectifs, sont beaux. Seules les femelles sont gardées. Et encore, il faut qu'elles soient nées d'insémination. Les autres partent également. Les veaux sont alors nourris tous les jours avec du lait et des grains. Ils sont aussi divisés en plusieurs groupes selon leur poids. Les veaux restent dans la ferme jusqu'en décembre en général, et ne reviennent qu'en mai, 1 an et demi plus tard. Ils sont en quelque sorte envoyés en colonie de vacances. Pourquoi ne sont-ils pas gardés à la ferme ? Car ils ne produisent pas de lait. D'ailleurs, leurs mamelles sont vraiment toutes petites, difficiles à voir. C'est seulement quand elles ont leur premier veau qu'elles peuvent commencer à être traites. On a l'impression, en regardant les images, que ce sont des bêtes plutôt sympathiques. Tout à fait. Les veaux aiment venir vous sucer les doigts qui ressemblent aux mamelles. Certaines même vous poussent sous les fesses en espérant y trouver du lait. Elles sont toutefois bien dissipées et il est parfois difficile de les changer d'un enclos à l'autre. En ce moment donc, il y a 700 vaches et 167 veaux. Ça en fait du boulot. J'imagine qu'outre la traite et nourrir les veaux, il y a d'autres activités autour d'une telle ferme. Tout à fait. En ce qui concerne les veaux, nous avons dû les peser à 2 reprises, une fois toutes les 2 semaines. C'est très important de connaître leur poids afin de leur fournir la meilleure alimentation possible. Il faut donc être au moins 4 pour ce boulot. 2 qui poussent et tiennent les veaux, une personne qui note le poids et leur fait une injection, et une autre qui leur donne un médicament qui agit sur le système digestif. On leur fait également des marques de peinture sur le dos pour savoir dans quel groupe ils doivent aller selon leur poids. Une fois tous les veaux pesés, il faut les séparer selon leur couleur, et là, ça devient très sportif.
En effet, vous m'avez d'ailleurs l'air en meilleure forme. Oh, tout à fait, tout à fait. Et si traire les vaches et peser les veaux ne vous suffisent pas à vous mettre en forme, il y a un florilège d'autres activités. Nettoyage quotidien du manège à traire, empiler les pneus, ce que Mireille Abeille a particulièrement apprécié. Nettoyer les mangeoires à vaches, mesurer l'herbe, jouer au docteur pour soigner toutes sortes de blessures ou maladies. Pour faire toutes ces activités, vous étiez bien accompagné. Tout à fait, tout à fait. Kev et Mac dirigent la ferme. Ce sont eux qui nous ont tout appris à Mireille et moi-même. Ils sont accompagnés de Mohamed et Lucie. En plus, des extras viennent aider lorsque la période est chargée. Lors de notre passage, la première semaine, il y avait aussi Owen le frère de Kev et Jess, sa copine. Et la dernière semaine, 2 jeunes Allemandes, Vanessa et Céline, sont venues aider. Vous n'oubliez pas quelqu'un? Oh oui, tout à fait, je vous vois venir. Freddy, bien sûr, le fidèle chien de Kev et Mag, un sacré lascar. Il adore les balades et courir après les veaux. En général, il aide, mais des fois, c'est tout le contraire. Il a aussi son ami Boba, avec qui il aime jouer. Vous voyez, même perdu en campagne néo-zélandaise, vous ne manquerez pas de compagnons. Mon cher Tom, j'ai une surprise pour vous. Mireille Abeille nous a fait passer une vidéo de vos mésaventures. Elle n'a pas osé. C'est tout de suite ce que nous allons voir. Donc là j'ai Freddy avec moi, on s'est levé très tôt ce matin. Pas lui parce que lui il a dormi jusqu'à 7h du mat. Moi par contre, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis levé à 4h. Je suis un peu fatigué quoi. Mais bon je vais laisser Freddy un peu garder un œil sur la route on va dire. Ce sera mieux. Oh non! Oh! Oh crap! Ah non! On est bloqué je crois. Ah ouais on est bloqué. We are stuck! What happened? Yeah, I'm sorry I got stuck. Oh no! I'll get some help. Thank you. He got stuck! What? He got stuck with the truck in the paddock! How did he get stuck? I don't know, like you know those townies, they don't know what they're doing. Ah! What am I supposed to do about it? Well, can you pull him out of the tractor? Fuck what? Yeah, come on, he's gonna write a good story about us. He better, well, he's a bloody idiot. Yeah. What the fuck are you doing? How did you get... Quelle histoire! Permettez-moi de vous demander comment vont vos fesses. C'était une sacrée fessée que je n'oublierai pas. Quels auront été vos meilleurs souvenirs? Oui, avec Mireille, nous avons eu la chance d'apprendre à conduire un tracteur, c'était assez inédit. Avant tout, il y a eu ces moments de détente partagés, que ce soit tous ces repas pris en famille, à échanger sur nos différentes cultures et à rigoler, ou les cours de golf. Regardez d'ailleurs le fameux swing de Mohamed. Et également, comme vous le savez ma chère Angela, Mireille et moi-même avons eu un coup de cœur pour la vache 384, la seule du troupeau à être grise, que nous avons nommée Voie lactée. À la fin de notre séjour, Kev et Mag nous ont permis de lui donner une vraie identité. En plus de son chiffre, elle a maintenant une boucle d'oreille avec son nom. Ça nous tenait vraiment à cœur. Pour conclure, quel est votre retour d'expérience? Angela, je dois dire que j'ai été très surpris et surpris de la meilleure des manières. Ça aurait été pour moi 3 semaines très intéressantes et enrichissantes. Les vaches sont souvent vues comme des gros animaux, mous et sans grands intérêts,
et pourtant c'est tout le contraire. Grâce à Kev et Mag, qui sont complètement passionnés, et aussi grâce à cette expérience, nous avons appris énormément. Ce sont en fait des créatures gracieuses, vous n'avez qu'à regarder leurs pattes bouger. Elles sont dociles et intelligentes. Chacune a vraiment sa personnalité, certaines sont même très amicales, comme Monique et Izzy que vous pouvez voir. Et ce que je peux vous certifier, c'est que ce sont des vaches heureuses et bien traitées. Quelle belle conclusion! Merci beaucoup Tom Opossum pour ce reportage très complet. Et maintenant, celui que vous attendez tous, Maurice Lacuisse et sa découverte de la semaine. Bonjour mes petits veaux, je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous sommes en présence de Kevin Begin, tout droit venu de Clonaclity, proche de Cork, en Irlande. Il est maintenant résident permanent en Nouvelle-Zélande. Kev, comme ses proches l'appellent, est ici pour nous présenter son titre connu dans toute la paroisse. Bonjour Kev et bienvenue. Bonjour Maurice. Alors dites-nous, depuis quand jouez-vous de la guitare? Ah, depuis que je suis dans le coconut de papa. Ah, c'est charmant, dis donc. Alors, qui vous a donné finalement cette envie de représenter vos émotions en chanson? Les animaux sont ma vie. Je vois ça. Et donc, votre premier single s'intitule L'amour des vaches. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de cette chanson? Oui. Et puis, l'amour entre les vaches et l'homme est un amour très spécial. Et je voulais dire à tout le monde que c'est ok. Les premiers vers de cette chanson, Bien sûr. l'herbe est verte, le ciel est bleu. J'aime mes vaches bien plus que je ne vous aime. Écoutez, c'est tout à fait hilarant. Merci beaucoup Kev pour cet entretien. Avant de passer le micro à Angela, je vous quitte sur un extrait de L'amour des vaches qui ne sortira probablement jamais chez vous. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et on vous laisse sur un extrait de Kev Begin, L'amour des vaches. Ciao!